Le projet Team Sport, c'est un projet qui vient au départ d'un constat qu'on a fait sur nos équipes de France, où on était capable du meilleur comme du pire. Et très clairement, ça fait écho à la présentation de ce matin. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de ce micro, puisqu'il y en a d'autres. Ça fait écho à ce que j'ai dit ce matin, où en fait la seule dimension qui n'était pas encore très clairement identifiée, très clairement travaillée, était la dimension mentale. Du coup, on a essayé de regarder quelles étaient les variables à mobiliser dans cette dimension-là. Très clairement, on est allé sur ces fameux processus identitaires qui ont été présentés tout au long de la journée, qui montrent qu'en fait, la complexité du sport collectif, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas face à des individus, on est face à des individus qui sont socialement inscrits, qui sont inscrits dans une scène sociale, c'est-à-dire au sein d'un groupe, au sein d'un staff, au sein d'un environnement, et face à un autre groupe. Et ça, en fait, ça amène des complexités qui sont folles en termes d'appartenance au groupe, en termes d'influence sur les comportements, en termes de ne serait-ce que de vision du monde. C'est-à-dire qu'il y a eu une intervention qui en a parlé. Si je vis au prisme de mes intérêts individuels, je ne vois pas le monde de la même façon que si je le vis au prisme des intérêts du groupe. Et donc, du coup, je ne ressens pas les mêmes émotions. Et donc, du coup, par conséquent, je ne me comporte pas de la même façon. Et très clairement, je risque d'avoir des aléas en termes de performance. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'investir, d'autant plus que dans la recherche d'innovation, quand on regarde la connaissance dans le domaine des émotions de groupe, en fait, quand on lit la littérature, 9% seulement de la littérature en psychologie du sport est basée sur, en tout cas, investit cette notion globale d'émotion de groupe et des processus identitaires. Alors même si c'est un champ qui est en train vraiment de s'étendre, très clairement, c'est une voie qui est assez novatrice dans la compréhension de la relation émotion-performance. Parce qu'à l'heure actuelle, toutes les études sur cette relation-là, c'est des études qui peuvent être discutables sur la notion même de performance, on en discutait pas mal aujourd'hui, des études qui ont pris le score comme étant un facteur de performance, comme une variable de performance. C'est très discutable. Les émotions sont souvent mesurées chez l'individu sans prendre en compte son appartenance groupale, sans prendre en compte la dynamique, et souvent avant un match, en prenant non en compte le fait que ça puisse changer sur le long de la compétition. Donc, en fait, ce projet, il essaie d'investir la question très simple du je et du nous. Très clairement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un joueur s'identifie plus ou moins en groupe et qu'est-ce qui fait qu'un joueur ou une joueuse, en s'identifiant en groupe, va être plus ou moins performant ou performante. Ce projet, c'est un projet avec les 5 fédérations majeures, comme j'ai déjà pu vous le dire, de sport co, c'est-à-dire volley, foot, basket, hand et rugby. Initialement construit pour le 7, ce sont des questions qui ont intéressé nos collègues des autres fédérations. C'est comme ça qu'on s'est fédéré autour de ce projet. Un projet qui mène aussi 5 laboratoires avec des expertises très différentes et complémentaires. C'est-à-dire que c'est un projet qui investit cette question des processus identitaires, donc cette affiliation au groupe, au travers d'éclairages multidisciplinaires. Je pense aux neurosciences comportementales, aux sciences de l'informatique, bien entendu la psychologie sociale, la psychologie du sport et la psychophysiologie. Alors en gros, ça s'articule entre 3 grandes questions. La première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un joueur ou une joueuse s'affilie plus ou moins au groupe? Et en fait, on a fait des études, notamment une étude, pour ceux qui ont l'habitude du qualitatif, une étude avec 180 entretiens semi-directifs de environ 45 minutes de moyenne, ce qui est une manne énorme en fait en termes de contenu qualitatif, pour essayer de comprendre finalement chez les joueurs et les joueuses, qu'est-ce qui fait que dans le contexte, il y a des choses qui me rapprochent plus du jeu ou qui me rapprochent plus du nous. Des études qui ont investi aussi la relation entraîneur-entraîné. Valentin a dû partir, mais ça lui fera écho. C'est-à-dire qu'on a pu voir, par exemple, que la divergence qu'il y avait dans la perception de la qualité de la relation entraîneur-entraîné a mené les joueurs à plus ou moins s'identifier au groupe. Et notamment sur la notion d'engagement qu'il a pu vous montrer tout à l'heure. C'est-à-dire que quand le joueur percevait que l'entraîneur était moins engagé que ce que lui ou les joueurs le pensaient, en fait, ça a mené le joueur à se désidentifier du groupe. Bref, sans rentrer dans les résultats très précis, mais je peux plutôt vous raconter un peu ce qu'on a investi. La dernière variable qu'on a investie, c'est ce que finalement l'effort physique fait que je me désidentifie au groupe ou je me ressente plus sur le moi, sur le je ou sur le nous. Le deuxième volet de ce projet assez pharaonique finalement est investi en fait l'inverse, c'est-à-dire en quoi le fait d'être identifié plus ou moins en groupe influence différents facteurs de la performance.
Alors, bien entendu, la performance, comme je vous l'ai montré, est systémique et complexe, et il y a des interrelations, mais dans un programme de recherche, on est obligé un peu de saucissonner, de partitionner. Et donc, on a investi l'influence sur les émotions, l'influence sur la fonctionnalité émotionnelle, l'influence sur le geste technique, l'influence sur la perception et la prise de décision, ce qu'a pu vous montrer Alan ce matin, l'influence aussi sur la persévérance dans l'effort. Donc tout ça a été investi et on essaye justement de pouvoir voir si effectivement le fait d'être au niveau du groupe nous permet d'être plus ou moins performant avec... moi, je suis un fervent partisan de penser que quand on est au collectif, on est plus performant. Il s'avère que ce n'est pas tout à fait le cas dans toutes les variables mesurées ici. Et c'est tout l'avantage justement de ces recherches-là, c'est que ça met de la vérité là où parfois il y a des croyances. Le dernier work package, le dernier lot d'études étant plutôt lié à des programmes et des outils, ce que je m'amènerai à vous montrer après, parce que c'est la primauté du transfert qui m'intéresse aujourd'hui de partager avec vous. Pour ce qui concerne finalement, avant de vous parler du transfert, juste pour quelques chiffres, c'est un projet qui, donc ça fait 4 ans qu'on est dessus, 4 ans dessus, avec à peu près, maintenant le chiffre a un peu évolué, on s'avoisine maintenant plus proche des 4000 participants sur l'ensemble de ce projet, sachant qu'on a beaucoup d'études expérimentales. On n'est pas que sur des études corrélationnelles où on balance des questionnaires à 10 000 personnes et c'est plus facile de récupérer du monde. Là, il y a des expérimentations dans tous les sports, femmes, hommes, de tous les niveaux, en tout cas d'accession à l'élite jusqu'au super-élite, enfin jusqu'au niveau olympique. C'est 1,4 million de budget, il faut le savoir aussi. 1,4 million de financement pour 4 millions de budget total sur ce projet. Donc, si vous voulez, on a non seulement l'obligation, on est obligé, ou on se sent obligé non seulement d'apporter de la nouvelle connaissance, c'est important, c'est le principe de tout projet de recherche, mais c'est surtout, et j'ai challengé les équipes là-dessus, étant sur le terrain, c'est que ça ne reste pas dans les laboratoires. C'est-à-dire que très clairement, tout ce qui est investi, tout ce qui est mobilisé en termes de connaissances, tout ce qui est découvert en termes de connaissances, doit amener à des délivrables pratiques, applicables et utiles pour les entraîneurs. Parce que ce projet s'adresse plutôt aux entraîneurs, plus qu'aux joueurs dans l'absolu. Alors maintenant, j'ai fait cette introduction sur ce projet. Je peux vous partager juste à titre d'illustration un peu ce qui est fait. Alors, en gros, le retour aux fédérations se fait au travers de différents axes. On a bien entendu tout ce qui est valorisation scientifique. Très clairement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est un des retours aussi du Team Sport. C'est-à-dire qu'on programme, ou en tout cas on organise des moments de retour scientifique très clairs. Il y a eu un congrès sur l'identité sociale qui a été fait la semaine dernière par ailleurs. C'est aussi l'accompagnement scientifique des équipes. Alors, je ne vais pas vous le cacher, l'accompagnement scientifique des équipes, il se restreint à la Fédération française de rugby, de par ma position ici, mais qui a montré aussi le besoin aux autres fédérations de structuration dans leur écosystème. La structuration, la formalisation et des outils que je vais vous montrer. Alors, pour ce qui concerne la formation et la sensibilisation des entraîneurs, on a créé ces types de fiches. Peut-être certains sont tombés dessus, on les partage. On les a partagés beaucoup au travers des fédérations partenaires. Ça va être libre d'accès et diffusé à tout le monde après les Jeux de toute façon. En fait, en gros, on a transformé les connaissances mobilisées, on les a simplifiées ou découvertes, on les a simplifiées et on les a mis accessibles et rendus accessibles dans les points principaux qui, selon nous, doivent être connus par un entraîneur. Et quand on a un apport du Team Sport, une nouvelle connaissance, on le met et on met quelques applications pratiques derrière sur comment est-ce qu'ils peuvent appliquer cette connaissance pour optimiser leur propre encadrement. Ces fiches, quand on a la chance de pouvoir avoir de l'accompagnement scientifique, c'est-à-dire une accélération du transfert au sein même de la fédération, typiquement ce que l'on fait ici, ça donne en fait, je ne sais pas pourquoi c'est dans ce sens-là du coup, mais peu importe, tournez la tête, vous verrez. En fait, cette fiche-là donne en fait une méthodologie d'entraînement, une méthodologie d'accompagnement ou d'optimisation de la performance. Là, on est sur les codes de communication. Les codes de communication, c'est quoi? C'est les normes d'expression émotionnelle. Ces normes d'expression émotionnelle, on a développé une méthodologie pour pouvoir les amener, savoir comment est-ce qu'on les identifie, qu'est-ce que sont les comportements proscrits, comment est-ce qu'on remplace ces comportements-là. Donc, ça donne de la méthodologie d'entraînement parce qu'au fur et à mesure, c'est marrant de vous voir comme ça,
au fur et à mesure, en fait, on voit les besoins, on les imagine. Et très clairement, cette nécessité du transfert au sein même des fédérations, alors vous n'êtes pas forcément les bons interlocuteurs, parce qu'ici, il y a plus de personnes qui aimeraient être à notre place pour pouvoir travailler au sein des fédérations que de décideurs des fédérations qui devraient mettre en place ce type de structuration. Mais c'est fondamental, et c'est un des enseignements du Team Sport, c'est-à-dire qu'il y a le temps de la recherche, on sait qu'il est long, mais ce qui a été négligé souvent, ça a été le temps du transfert. Ce temps du transfert est peut-être encore plus long que le temps de la recherche. Alors, en termes de formation, on a créé aussi un diplôme qui est complémentaire au certificat ici, certificat de capacité d'accompagnement mental à la performance en rugby, qui est le diplôme de la fédération et complémentaire aux autres certificats ou formations internes aux fédérations. Ici, c'est en fait un diplôme d'université qui mobilise toutes les connaissances du team sport, toutes les connaissances dans l'optimisation de la performance collective, un diplôme, une formation qui est en fait unique en Europe, parce que traditionnellement, la psychologie du sport, vous le savez aussi bien que moi, dans toutes vos formations, c'est essentiellement axé sur l'individu, l'individualisme, ou en tout cas l'individualisation du travail. Et cette approche traditionnelle de la psycho du sport, souvent, parfois, elle ne correspond pas à la complexité et aux besoins du sport collectif. Tous ceux qui ont mis ici le nez dans le sport collectif, dans l'accompagnement mental des sports collectifs, savent de quoi je parle. C'est tout ce qui fait qu'on se heurte finalement à quelque chose qui grince, à quelque chose où on sait que là, on ne s'est pas approprié. Les outils qu'on a, c'est très bien, mais en fait, on ne peut pas les mettre en place. Typiquement, ce qu'a mis Roberta tout à l'heure sur la table, on nous apprend à faire des entretiens d'1 heure, et c'est très important de faire 3 quarts d'heure, 1 heure, parce qu'il faut aller en profondeur, etc. Mais vous dites ça à un entraîneur qui vous dit 10 minutes, il vous dit c'est ça ou c'est rien. Et en fait, là, on est complètement décontenancé. Et il faut être acculturé aussi à ce qu'est le sport co, dans ses normes, dans sa dynamique, dans sa complexité, et aussi dans les besoins que peuvent faire émerger, ne serait-ce qu'une dynamique de staff, très clairement. Donc tout ça est investi dans le DU, qui est ouvert à tout le monde, par ailleurs, mais surtout qui a un contingent de place pour les fédérations partenaires, pour que les entraîneurs puissent venir se former au sein de ce DU. Je vous ai parlé des congrès scientifiques. Là, il y a eu le congrès international, donc je vous passe ça rapidement. Un autre délivrable qui me semble important, c'est, parce que vous allez le voir passer si ce n'est pas déjà fait, on a transformé finalement ces fiches en un autre média, qui est un podcast, une série de podcasts. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu vers les entraîneurs pour savoir finalement quels étaient les médias les plus utilisés par eux pour se former, s'informer, se sensibiliser. Et en fait, ils sont souvent en déplacement. Donc, ils nous ont dit, nous, c'est souvent des podcasts qu'on entend. Donc, on est parti sur la création de podcasts. On a 12 podcasts. À l'heure actuelle, on a 8 de publiés. Les 4 autres sont en cours. C'est juste une échelle de diffusion qui n'est pas terminée. Et je ne sais pas si on peut entendre. Je vais voir. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je vais voir. Si. Le podcast du Team Sport. Présenté par Cléo Hénin. Leadership, cohésion, fatigue mentale, perception de justice. Bienvenue dans le podcast du Team Sport, un projet de recherche dédié à l'accompagnement à la performance collective. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une notion primordiale, particulièrement dans les sports collectifs, la cohésion. Et pour ce faire, j'ai avec moi aujourd'hui 2 invités. Jean-Philippe Euzet, enseignant-chercheur. Je vous passe, on va passer tout le podcast bien évidemment. Le podcast. S'il veut, en fait. Ça se relance pas ? Non. Si, ça se relance. Bon, normalement, ça doit être bon. Vous pouvez scanner déjà, d'ores et déjà, ceux qui le veulent, tout est accessible. Donc vous pouvez scanner, vous avez accès à l'ensemble des podcasts. En fait, tout ce qui est dans les fiches, tout ce qui est dans le DU est en fait mis sous un autre format. Alors, l'intérêt de ce podcast, c'est que la plupart du temps, il mobilise, quand on a pu, un chercheur, tout le temps, un chercheur spécialiste du domaine, 2 parfois, et un entraîneur. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu David Courtex, par exemple, qui est intervenu, et donc l'entraîneur olympique féminine du 7 féminin, qui est intervenu, et ça a échangé avec Grégoire Casey, c'était avec toi, ça a échangé sur la notion de leadership. Et c'est ce qui rend finalement passionnant ces podcasts, parce qu'il y a la balance terrain et l'application scientifique derrière, ou plutôt le côté scientifique et l'application terrain qui s'ensuit. Pour ce qui concerne les technologies, c'est important aussi que je puisse vous partager la chose. On a développé des environnements virtuels qui mobilisent finalement dans le contexte le fait d'être plus ou moins identifié au groupe par le fait d'avoir soit son nom scandé dans les tribunes, soit c'est l'équipe de France, les couleurs du maillot, les interactions sociales, bref.
plein de choses qui sont issues justement des connaissances théoriques liées à l'identité sociale. Et on sait, parce qu'on l'a mesuré, c'est la différence aussi avec les partenariats parfois qu'on a avec des entreprises, c'est-à-dire qu'avec une entreprise, souvent, on demande un développement, mais on n'en teste pas ses effets. L'approche ici scientifique, elle a été de dire, on demande un développement à c'est l'ENSAM qui a créé ça, mais en plus, on va mesurer les effets pour être sûr que ce qu'on a créé a les effets escomptés. Et il s'avère qu'en fait, ces programmes-là, ce programme de réalité virtuelle, fait émerger des émotions, fait émerger une activation émotionnelle dans le sens voulu, bien évidemment. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, rapidement. Pour les premiers, ce n'est pas la vidéo la plus récente, mais au moins ça peut vous montrer un peu à quoi ça correspond. C'est quelque chose qui risque d'être utilisé, peut-être, c'est en discussion, pour le 7 olympique féminin notamment, pour être sensibilisé en fait, à l'ambiance de ce que va être le Stade de France, parce que les filles ne connaissent pas encore ce que c'est que le Stade de France, et on risque d'être cueillis par les émotions. Donc, on essaie de voir ça. Je vais essayer. Est-ce que je peux avancer? Non, je ne peux pas avancer. Non, ça va arriver vite. Ça, c'est une phase qu'on appelle une phase d'embodiment. C'est histoire de percevoir son corps. Donc ça, c'est aussi l'avantage de travailler avec l'ENSAM, c'est qu'il connaît ses protocoles pour que ça fonctionne finalement. Et vous voyez qu'ici, les couleurs sont mobilisées, il va y avoir les interactions sociales, ils vont faire les bulles, comme vous pouvez voir. Le nom de l'équipe de France, c'est pas le nom personne. Enfin bref, on joue un peu sur ces artefacts contextuels pour pouvoir bouger en fait le curseur sur le niveau d'identification au groupe. Et il s'avère que les échelles qu'on a implémentées à l'intérieur même de la réalité virtuelle nous ont permis de pouvoir voir que, vous voyez, comme vous pouvez voir ici, c'est-à-dire qu'on a réussi à pousser le bouchon, à dire en fait tous les questionnaires, plutôt que de les sortir, on va les rentrer dedans et pour que ça ne les sorte pas justement de cet environnement-là et qu'on ait les effets testés les plus fins possibles. Une autre technologie, c'est le tracking vidéo automatisé qui utilise l'intelligence artificielle pour traquer les comportements d'expression émotionnelle. Très clairement, c'est ce qu'on appelle le body language. On sait que c'est une expression des émotions. Il y a toute une littérature derrière ça sur le fait qu'un body language plutôt dominant ou dominé provoque des émotions chez l'autre et donc du coup chez nous par ailleurs. Ce sont des caractéristiques typiques que les entraîneurs ont souhaité avoir en termes de caractéristiques de l'évolution d'une dynamique de groupe au sein même de la compétition. C'est-à-dire qu'en fait, là où on a épluché toute la littérature sur la dynamique de groupe, pour avoir au départ c'était ça, des indicateurs que l'on aurait collés à tout le monde. En fait, il s'avère que la littérature explore très peu quels sont les observables d'une dynamique de groupe au sein d'une compétition. C'est souvent des observables à côté. Et par ailleurs, le rugby est intéressé par ça, et le volley s'en fout. Et le hand s'en fout. Et le hand, par contre, ce qui est intéressant pour eux, c'est le temps de réaction dans un turnover. Et ici, une équipe qui va bien, la dynamique, une équipe qui a une bonne dynamique, c'est une équipe qui se replie très vite, ensemble, avec un temps de réaction qui est très faible. Et en fait, ça nous a challengé sur le fait que le basket avait ses propres indicateurs, le volley en avait, le foot en avait, et le rugby aussi. Donc ça a été challengeant. Pour faire assez simple, là je vous montre que le rugby parce que c'est ce qui est le plus avancé, mais on avance bien entendu sur tout le reste. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Donc voilà, en fait, grosso modo, il y a eu tout un apprentissage, donc ce qu'ils appellent le machine learning, si je ne veux pas trop me tromper, c'est pas trop ma partie, mais donc c'est le CEA qui a fait ça. Un apprentissage de reconnaissance individuelle de chaque joueur, que ça ne se trompe pas quand ça se croise, par exemple. Et ça nous permettra d'avoir des métriques très précises, très objectives sur ce qu'on va appeler de façon très vulgarisée, body language individuel et collectif, c'est-à-dire notamment tous les indices de centralité qui nous intéressent sur les bulles et sur les déplacements collectifs, pendant les temps non joués. Et après de ça, on ne sait pas ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que c'est un nouvel outil, on va avoir des nouvelles métriques et on va voir un peu comment est-ce qu'on va pouvoir les associer à des métriques existantes dans l'analyse de la performance. Et ça, très clairement, ça va être les avancées de demain. Peut-être que ça va tomber à l'eau, parce qu'on va s'apercevoir qu'en fait, ça n'influence pas du tout la performance, ça n'a aucun lien. Puis peut-être que ça va nous amener à améliorer nos performances.
Il s'agit de savoir quand même que ça, c'est un travail qu'on fait depuis des années, cette fois-ci avec le 15 de France et le 7, sur quelque chose de très artisanal, c'est-à-dire qu'on code le body language, on essaye d'en faire quelque chose en termes de préparation de match notamment. Dernière technologie, ou avant-dernière technologie que je peux vous montrer, ça vient du match du 15 de France en 2021 contre la Nouvelle-Zélande. Si vous vous rappelez bien de ce match, alors il faut lire la courbe bleue, la courbe en pointillé étant l'écart au score, la courbe noire étant juste une symétrie à valeur pédagogique, mais n'a pas de sens autre que ça. Et en fait, si vous regardez la courbe bleue en pointillé, l'écart au score, on démarre très bien. On gagne de 20 points à la mi-temps, ce qui est extraordinaire par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre pour les Blacks. Et en fait, à la reprise de mi-temps, ça dégringole à finir à 2 points. Et le retour, le débrief qu'on fait avec les joueurs, c'est de se dire, finalement, on a serré tout ce qu'on a pu, là, c'était chaud quand même. Et les joueurs nous ont dit, non, absolument pas, nous sur le terrain, on était complètement sereins. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui nous échappe en fait. On est en train de calquer nos propres émotions sur la perception de ce que l'on est en train d'étudier, ou en tout cas d'analyser. Et donc du coup, on s'est intéressé, parce que ça faisait un moment quand même qu'on essayait de trouver une solution, de capturer les émotions en direct, et les moyens de maintenant ne sont pas pertinents, parce que souvent parasités par le signal physiologique, parce que c'est de la variabilité cardiaque, parce que c'est l'expression faciale qui est trop fine aussi à capturer en match, parce que c'est le EEG qui n'est pas possible en match, enfin, bref, plein de choses comme ça. Et donc du coup, on a trouvé un moyen différent, indirect. C'est plutôt une capture d'un espèce de stress collectif qui n'est pas individuel, encore une fois, c'est collectif. Et on est passé, je vous passerai les détails parce que je n'ai pas le temps, mais on est passé par du fait de jeu, en tout cas pondéré par un retour des joueurs sur l'impact des faits de jeu sur le stress collectif. On en a construit un algorithme qui nous permet en fait d'avoir cette variabilité ici, en tout cas cette variation du stress collectif qu'on a appelé un rapport de force psychologique, qui est utilisé depuis 2022 sur l'ensemble des compétitions du 15 de France, qui a été adapté pour le 7 masculin notamment pour les Jeux Olympiques, et qui nous permet finalement d'avoir un autre regard, une autre analyse sur le déroulé d'un match. Ça nous permet aussi de pouvoir pratiquement, on va dire, analyser aussi les adversaires, même s'il y a des précautions à avoir, mais en tout cas, c'est vers ça qu'on va tendre très clairement. Et quand vous regardez ce qui se passe sur le quart de finale de la Coupe du Monde, c'est le graphique de droite, en fait. Vous voyez que l'écart au score, donc les pointillés bleus, à la 50e, à la 50, 60e, on est devant au score. Si on regarde que ça, on peut se dire que ça va bien. On est plutôt dominant, finalement, puisqu'on est devant au score. Et en fait, quand vous regardez la courbe qui dégringole, plus ça dégringole, plus on est dominé. On s'aperçoit ici qu'on était largement dominé au rapport de force psychologique, ce qui est aussi un des indicateurs qui nous permet d'analyser le match. Alors tout ça, ça donne des fiches, dans l'accompagnement scientifique, ça nous donne des fiches qui sont très vulgarisées pour les entraîneurs. Je ne sais pas si vous avez vu un peu sur la salle qui était ouverte, la salle du 15 de France. Ça a fait 3 principes d'entraînement pour la Coupe du Monde, pour la préparation à la Coupe du Monde. Et c'est ce transfert-là qui est important finalement. Alors pour terminer, c'est aussi des héritages, c'est des enseignements qu'on a. Les héritages, vous les avez eus, ce projet a donné lieu à des thèses. Vous avez eu Pierre qui vous a parlé tout à l'heure de sa thèse pour les écoles de rugby. J'en reviens encore sur la fierté qu'on peut avoir d'aller là-dessus. On a une nouvelle thèse qui va démarrer sur le leadership, notamment avec qui mêle aussi les méthodologies d'apprentissage avec l'université de Rouen. Et puis c'est aussi un outil qu'on est je viens d'avoir en fait la première version en même temps qu'on était en train d'animer, une première version d'un outil de monitoring mental, c'est-à-dire qu'en fait on est passé, si vous voulez, de cette étape-là où on a sensibilisé à l'importance des outils psychométriques, on a commencé à faire du papier-crayon, puis après, avec des dashboards sur Excel, on a essayé de faire comme on pouvait, au moins pire. Puis après, on a demandé ici, avec les compétences qu'on a, à faire des dashboards un peu plus chiadés, un peu moins artisanaux, mais mine de rien, qui demandent du temps et de l'adaptation à chaque fois. Et en fait, on est en train de créer une application qui recueille l'ensemble, en tout cas la grande majorité de tous les outils psychométriques utilisés dans le domaine de la psychologie du sport, qui peuvent être administrés par un responsable d'une structure et désignés à des équipes ou à des joueurs. Et ça nous permet finalement de pouvoir avoir ces dashboards qui sont faits très propres,
très automatiquement aussi, avec des commentaires qui peuvent être faits par le responsable de la préparation mentale, avec le fait de désigner est-ce que j'ai accès aux résultats ou pas, est-ce que c'est anonyme ou pas, est-ce que c'est partiel ou pas. On a l'administrateur a la totale liberté de pouvoir partager les résultats comme il le souhaite, et c'est une forme d'administration aussi qui se fait pour les équipes, pour les staffs, dans les cadres d'optimisation des projets de performance. C'est un vrai outil, à mon sens, une vraie avancée très claire, aussi bien dans le domaine de la recherche qui pourrait utiliser ça, que dans le domaine de la structuration. Pourquoi je vous parle de la structuration? Parce que, en fait, quand on a un outil comme ça, tout est facile. C'est-à-dire que pour tous ceux qui utilisent la psychométrie, vous savez que c'est difficile. Vous savez que c'est compliqué, il faut l'administrer, on ne sait pas trop comment, etc. On fait des Google Forms, on essaie de se démerder comme on peut, mais en fait, si on a un outil comme ça, tout est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus propre, tout est beaucoup plus analytique. Et en fait, ça demande qu'une chose, c'est d'être structuré. Si on n'est pas structuré, cet outil, il ne peut pas être administré. Donc ça va contraindre, amener, inviter, motiver les fédérations ou les clubs qui ne sont pas encore suffisamment structurés à faire ce travail de structuration sur la dimension mentale, employer des préparateurs mentaux, des experts en psychologie du sport pour justement pouvoir utiliser ce type d'outils très clairement et optimiser toutes leurs pratiques. C'est un facilitateur très clair, mais qui nécessite de l'expertise derrière, bien évidemment. Le Team Sport va donner des petits par la suite, c'est un héritage, encore une fois. On est en train de travailler sur une deuxième version du Team Sport avec l'ensemble des autres fédérations. Ça va donner lieu à des recherches de financement, par ailleurs. Ça va donner lieu, en fait, on a envie de continuer ensemble, très clairement. Il y a d'autres fédérations de sport co qui veulent se joindre à nous également, quand ils ont vu la dynamique, quand ils ont vu ce que ça pouvait donner. Et là, on a créé, au mois de septembre, le premier séminaire des staffs des équipes de France de sport co, avec les entraîneurs des équipes olympiques, des équipes premières, les DTN, le ministère, l'ANS, tout ça, qui vont être là pour voir un peu les résultats, les délivrables, et parler justement de la suite, parce que c'est la suite qui nous intéresse. Le plus gros enseignement qu'on a eu sur ce Team Sport, c'est que les effets de ce projet, de ce programme, n'ont pas été les mêmes selon les fédérations. Pour la nôtre, où on est plutôt structuré, on a bénéficié des résultats, c'est-à-dire qu'on peut transformer nos pratiques. Pour d'autres, qui étaient beaucoup moins structurés, ça a eu l'effet non pas d'utiliser les résultats, parce qu'ils en sont parfois qu'à la réflexion de comment est-ce qu'on met en place, mais ça a eu l'effet de devoir et d'amener à structurer. Souvent, il y a eu un référent qui a émergé pendant ces 4 ans, et ça commence justement à battre son plein, et c'est peut-être en ça aussi que ce projet a été intéressant. Voilà pour la présentation.